Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la vaccination et plus exactement du fameux vaccin à ARN qui a été développé récemment contre le Covid-19. Alors je vais commencer par quelques considérations préalables concernant le fonctionnement général du système immunitaire. Donc lorsqu'un microbe pénètre à l'intérieur de l'organisme, ici en l'occurrence ce sera le fameux virus SARS-CoV-2, ici qui est représenté en 1, eh bien, il va en fait arriver au niveau de nos organes, donc ici en l'occurrence au niveau des poumons essentiellement, ou des voies respiratoires, et il va se faire phagocyter par un globule blanc dit sentinelle, tel qu'un macrophage. Donc en fait ces globules blancs, ils sont présents en faible quantité dans nos organes, et ils s'assurent que tout va bien, et donc ici ils vont se rendre compte qu'il y a un agresseur qui a réussi à pénétrer dans l'organisme, et donc ils vont l'internaliser. Alors à la surface de ce virus se trouvent des antigènes. Qu'est-ce que c'est ces antigènes? Eh bien, ce sont par définition des molécules qui vont être reconnues comme étrangères par l'organisme, qui vont déclencher une réaction immunitaire. Et dans le cas du SARS-CoV-2, c'est essentiellement cette fameuse protéine S, qui est une protéine de surface qui permet au virus de pénétrer à l'intérieur de nos cellules. Et en fait, c'est surtout contre cette protéine que le système immunitaire va développer une défense. En tout cas, les vaccins qui ont été développés visent à attaquer la protéine S du virus, donc qui est ce fameux antigène. Alors une fois que le virus a été phagocyté par le globule blanc, ici donc un macrophage ou une cellule dendritique, en fait c'est ce qu'on appelle plus généralement des cellules présentatrices d'antigènes, eh bien, ce globule blanc va détruire le virus, mais il va également exposer à sa surface des petits morceaux du virus, plus exactement des antigènes, donc dans ce cas-ci, la fameuse protéine S. Alors que va faire le globule blanc ensuite? Il va migrer via les vaisseaux lymphatiques vers des ganglions, qui sont des casernes de lymphocytes. Et là, il va rencontrer différents types de lymphocytes. Alors premièrement, enfin pas forcément premièrement, mais il va en tout cas rencontrer des lymphocytes de type B. Pas n'importe lesquels, ceux qui comportent à leur surface des anticorps spécifiques de cette fameuse protéine S, de ce fameux antigène. À partir de là, le lymphocyte va se multiplier, se différencier, se transformer en cellules mémoire, ici en 15, j'y reviendrai, et en plasmocytes, qui vont sécréter des anticorps. Ces anticorps vont être libérés en grande quantité dans le sang et vont en retourner là où il y a un problème, par exemple au niveau du poumon, entourer les virus, former ce qu'on appelle des complexes humains, qui seront ensuite éliminés par phagocytose facilitée. Au sein des ganglions, il va également y avoir une reconnaissance par un autre type de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T, qui ne possèdent pas d'anticorps, eux, qui vont également se multiplier, former des cellules mémoire et des lymphocytes T dits cytotoxiques, qui vont retourner là où il y a un problème, donc dans le poumon par exemple, et qui vont réaliser ce qu'on appelle le baiser de la mort, c'est-à-dire qu'ils vont en fait reconnaître les cellules de l'organisme infectées par le virus, par exemple les cellules pulmonaires, pneumocytes de type 2 dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, et ils vont détruire la cellule de l'organisme à l'intérieur de laquelle le virus est en train de se répliquer. Donc ça, c'est une autre manière de se défendre contre les agresseurs. Soit on détruit directement l'agresseur via des anticorps, soit on détruit les cellules de l'organisme humain à l'intérieur desquelles se trouve le virus, ce qui permet quelque part de se débarrasser du virus également. Ces deux processus, en général, se produisent simultanément. Alors, les cellules mémoire, j'en ai un tout petit peu parlé, sont très importantes. Donc, elles prolifèrent une fois que l'antigène a été reconnu par des lymphocytes B ou des lymphocytes T. Ces cellules ne vont pas tout de suite aller au combat, elles vont rester en attente dans les organes lymphoïdes, donc les ganglions, la rate, etc. Et elles pourront directement s'activer lors d'une rencontre ultérieure par le même microbe, ce qui fait que lors de cette rencontre ultérieure par le même microbe, la réponse immunitaire sera beaucoup plus rapide que la première fois. Donc cette mémoire immunitaire, que ce soit des lymphocytes B mémoire ou des lymphocytes T mémoire, est très importante pour ne pas retomber malade une deuxième fois. Alors le principe du vaccin, c'est quoi? En général, c'est d'inoculer soit un microbe atténué, c'est-à-dire qui n'est plus capable de rendre malade, ou une partie du microbe,
Donc certains microbes fabriquent des toxines, hein, comme la bactérie responsable du tétanos, bien, on va injecter la toxine atténuée, ce qui va engendrer une réponse immunitaire, ce qui va engendrer plus exactement une mémoire immunitaire, et ce qui fera qu'on ne tombera plus malade lorsqu'on rencontrera le véritable agent pathogène responsable de la maladie. Ça, c'est le principe du vaccin. Alors, qu'est-ce qu'on peut doser dans le sang? Eh bien, typiquement, les anticorps, hein, qui sont des protéines, qui sont donc des molécules, on sait les doser dans le corps. Ici, vous voyez que pour ce vaccin, qui est un vaccin fictif, hein, eh bien, si on fait une première injection ici, à ce moment-ci, le taux d'anticorps dans le sang va mettre un petit peu de temps à augmenter, puisque cette réaction immunitaire, cette réponse immunitaire prend un petit peu de temps à se mettre en place. Il faut parfois des rappels, j'y reviendrai. Ici, deux rappels ont été effectués. Un premier vaccin, un rappel, un deuxième rappel. À chaque fois, le taux d'anticorps augmente un peu plus rapidement, un peu plus fortement, mais ces anticorps, bien, ils vont rester un certain temps dosables dans le sang, mais comme toute molécule, leur taux, hein, va finir par diminuer. Ces molécules ne sont pas présentes indéfiniment dans le sang. Par contre, ce qui est présent à plus long terme, ce sont les fameuses cellules mémoire, ce qui fait que le jour où cette personne vaccinée va rencontrer le vrai microbe virulent, ou bien si on lui fait encore un troisième rappel concernant ce vaccin, ça va engendrer le même type de réponse, à savoir une augmentation très importante, très rapide et plus durable du taux d'anticorps dans le sang, ce qui permettra d'aller attaquer le microbe avant même qu'il n'ait le temps de rendre la personne malade. Alors ici je parle des anticorps, donc je parle bien de l'immunité liée aux lymphocytes B. Il y a évidemment également toute une partie du système immunitaire dont on parle moins puisqu'on ne sait pas doser, on ne sait pas la doser dans le sang, c'est celle liée aux lymphocytes T qui sont très importants également. Donc les cellules mémoire, en fait, on ne sait pas les doser dans le sang, on sait uniquement doser les anticorps, mais c'est pas parce qu'il n'y a plus d'anticorps dans le sang qu'on est forcément plus protégé. On a toujours des cellules mémoire qui sont prêtes à aller à s'activer au moindre problème. Alors je poursuis avec cette image qui a déjà été présentée précédemment et qui concerne le cycle de réplication du virus. Donc ce virus, lorsqu'il arrive au niveau des pneumocytes de type 2, et on sait aujourd'hui qu'il s'attaque également aux cellules, à certaines cellules des vaisseaux sanguins, il pénètre dans la cellule grâce à la reconnaissance de sa fameuse protéine S ici en bleu avec des récepteurs présents à la surface des pneumocytes. Le virus est internalisé, il va éclater dans la cellule. Son matériel génétique ici en vert, qui est composé d'ARN. Donc chez l'homme, le matériel génétique est présent sous forme d'ADN. L'ARN est une molécule un peu plus simple, un peu moins stable. Et donc c'est sous cette forme-là que le matériel génétique du virus est véhiculé. Et donc cet ARN va se retrouver dans la cellule humaine. Il va d'une part être répliqué identique à lui-même, et il va d'autre part être traduit en protéines par les ribosomes, qui sont des organites spécialisés dans la fabrication de protéines au départ d'ARN. Et donc en fait, le virus va séquestrer quelque part la machinerie enzymatique de la cellule hôte pour fabriquer tout ce dont elle a besoin, ces protéines. Et puis ces protéines vont s'associer à l'ARN qui a été répliqué pour former de nouveaux virus qui vont sortir de la cellule et aller attaquer d'autres cellules adjacentes. Donc voici comment le microbe se reproduit à l'intérieur de l'organisme humain. On comprend pourquoi on dit que les virus ne sont pas autonomes, hein. C'est parce qu'ils doivent utiliser la machinerie enzymatique d'une cellule hôte afin de pouvoir se répliquer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les biologistes considèrent que les virus ne sont pas des êtres vivants, parce qu'un être vivant, par définition, est capable de se répliquer de façon autonome, se reproduire de façon autonome. Alors, de quoi est composé ce fameux vaccin ARN? Eh bien, il est composé d'un petit morceau du matériel génétique du virus, d'un petit morceau d'ARN, hein, donc c'est pas tout le génome du SARS-CoV-2 qui se trouve dans le vaccin, c'est uniquement le gène responsable de la fabrication de la protéine S, et il est encapsulé dans une membrane lipidique, ça c'est pour favoriser son entrée dans les cellules du corps humain, cellules du corps humain qui sont également entourées d'une membrane lipidique. Alors en général, ce vaccin est inoculé dans le muscle deltoïde, le muscle de l'épaule, et donc
ces petites gouttelettes lipidiques vont se retrouver au contact de nos cellules, alors a priori de n'importe quelle cellule, mais on pourrait imaginer que ce soit ici une cellule musculaire du corps humain, dans laquelle il y a des ribosomes comme dans toutes nos cellules. Et donc cet ARN va se retrouver dans une cellule humaine, il ne va pas rentrer dans le noyau, donc il n'y a pas de possibilité de modification de l'ADN ou quoi que ce soit, l'ARN reste dans le cytoplasme. Il va être traduit en protéines par les ribosomes de la cellule du corps humain, et cette protéine S ici donc va ensuite être libérée par la cellule, captée par des globules blancs qui sont en fait des cellules présentatrices d'antigènes dont je parlais précédemment, des macrophages par exemple, ou des cellules dendritiques, qui vont aller au niveau des ganglions ou des organes lymphoïdes, présenter l'antigène et déclencher une réponse immunitaire comme je l'expliquais précédemment. Alors, quelques particularités de ce vaccin ARN. Premièrement, c'est que c'est la première fois qu'on utilise ce type de technologie. Alors, ça fait longtemps que des scientifiques travaillent sur les vaccins ARN, plus de 20 ans, mais c'est la première fois qu'un vaccin est commercialisé. On aurait pu en fait injecter la protéine S directement plutôt que l'ARN, mais l'inconvénient, c'est que ça aurait nécessité des adjuvants, c'est-à-dire des substances qu'on ajoute dans le vaccin pour améliorer la réponse immunitaire. L'avantage de l'ARN, c'est que ça confère une bonne réponse immunitaire, comme on le verra plus tard, et que c'est très facile à fabriquer, très rapide à fabriquer en fait. Donc ce qu'on peut dire également, c'est que l'inconvénient, c'est que cet ARN, il est très instable, ça veut dire qu'il se dégrade rapidement. Il a un temps de demi-vie très court, donc c'est-à-dire que si on ne le conserve pas à moins 75 degrés, eh bien, il va très rapidement se dégrader, hein. C'est pour ça qu'il faut le conserver à des températures si basses. C'est parce qu'il n'y a que à des températures extrêmement faibles qu'il ne va pas se dégrader, ou en tout cas extrêmement lentement. Donc ça, je dirais que c'est l'inconvénient de ce type de vaccin. Mais du coup, ça veut dire que dans le corps humain, il ne va pas rester très longtemps non plus. Et ça, c'est peut-être quelque part un peu rassurant. Alors, les anticorps qui sont fabriqués suite à l'inoculation du vaccin ne vont pas se fixer à un seul endroit de la protéine S. Et donc ça, c'est un peu rassurant dans le sens où même si une mutation devait apparaître au niveau du génome du virus, comme c'est déjà le cas en Angleterre, en Afrique du Sud, etc., on pourrait espérer que certains des anticorps fabriqués suite à l'inoculation du vaccin puissent toujours être efficaces sur certaines parties de la protéine S qui ne sont pas impactées par la mutation génétique. De toute façon, même s'il devait y avoir un gros problème, comme ces vaccins sont assez simples à fabriquer, puisqu'ils sont fabriqués de façon purement synthétique, eh bien on pourrait refabriquer rapidement de nouveaux vaccins avec un ARN légèrement différent qui tiendrait compte des mutations. Alors d'un point de vue historique, la vaccination elle a été découverte, en tout cas on attribue cette découverte à un médecin anglais du nom de Jenner en 1796, concernant une maladie importante à l'époque qui était la variole. Bon, alors à l'époque, les essais cliniques, on les faisait pas sur les essais précliniques, on les faisait pas sur des souris, on les faisait, comme vous le voyez sur cette image, sur un pauvre enfant qui a été choisi comme Kobe pour tester le tout premier vaccin qui a été inventé. Donc il n'est pas forcément très content d'être là, mais heureusement pour lui, ça a été tout de suite une réussite. Et donc on a vacciné en masse la population contre la variole, qui était une maladie qui faisait des ravages à l'époque, et à tel point qu'en 1979, donc pratiquement 2 siècles plus tard, la variole est une maladie qui a totalement été éradiquée, et donc qui n'existe en fait pour ainsi dire plus aujourd'hui. Et donc on considère en fait que la vaccination, elle a toujours deux buts. Elle a un but que j'appelle entre guillemets égoïste, c'est celui de ne pas tomber malade, et c'est tout à fait normal, on se fait vacciner ou on fait vacciner ses enfants dans le but qu'ils ne tombent pas malades. Et puis il y a un second but qui est un peu plus de l'ordre de l'altruisme ou de la santé publique, c'est d'éradiquer une maladie d'une population, puisque certains microbes, alors malheureusement c'est pas le cas de tous les microbes, mais certains microbes n'ont comme seul réservoir que l'être humain. Et donc si tous les êtres humains ou une grande majorité sont immunisés, eh bien le microbe n'a plus la possibilité de se répliquer et il finit par disparaître. Alors ici, je vous ai mis le calendrier de vaccination préconisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc en fait, ça, ce sont les vaccins qui sont déjà disponibles pour la plupart depuis très longtemps en Belgique. Le seul qui est réellement obligatoire, c'est celui contre la poliomyélite. Donc là, tout individu qui est né en Belgique est obligé de se faire vacciner contre cette maladie, qui a pratiquement disparu d'ailleurs, suite à cette campagne de vaccination massive. Cependant, aujourd'hui,
en fait, ce vaccin n'est plus disponible à l'état individuel. Il est couplé à 5 autres maladies, et donc il va former un vaccin qu'on appelle hexavalent, que tous les bébés reçoivent à 8 semaines, à 12 semaines, à 16 semaines, à 15 mois, etc. Donc ce vaccin comporte une protection contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, hémophilus de type B et l'hépatite B. Alors il y a un second vaccin que beaucoup d'enfants font, qui est le vaccin RRO, rougeole, rubéole, oreillon, à 12 mois et à 7-8 ans. Et puis il y a d'autres vaccins donc, qui sont commercialisés en Belgique. Certains concernent certaines populations, comme le vaccin contre la grippe qu'on va plutôt recommander aux personnes de plus de 65 ans uniquement. Donc voilà pour ces vaccins dont certains sont un peu plus récents. Alors ce que je trouve intéressant à signaler également, c'est que pour le vaccin RRO, eh bien, on voit que le rappel se fait actuellement, en 2020-2021, vers 7-8 ans. Si je prends le calendrier vaccinal de 2016, toujours de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je vois que le rappel pour le RRO se faisait non pas à 7-8 ans, mais à 11-12 ans. Alors il y a eu un changement assez récent, parce qu'on s'est rendu compte que vers 7-8 ans, il y avait une résurgence de certaines de ces maladies, rougeole, rubéole, oreillon, et en fait on a imputé ça au fait que le premier vaccin qui était inoculé à l'âge d'1 an, bien, avait une efficacité, ça certaine, mais l'immunité connaissait une petite baisse vers 7-8 ans, responsable de cette résurgence de cas. Et donc on a avancé le rappel de 11-12 ans vers 7-8 ans. Tout ça pour dire que quand on met sur le marché un vaccin, on fait évidemment des essais précliniques très solides dont je vais reparler, mais on n'est pas toujours sûr en première intention de la marche à suivre pour que la couverture vaccinale soit parfaite, et donc on ajuste. Mais c'est pas pour ça que le vaccin doit être forcément critiqué, il est efficace, mais on ajuste en fonction des données épidémiologiques qu'on récolte au fil du temps. Alors, comment fait-on pour développer un vaccin en temps normal? C'est un processus assez long, qui dure en moyenne 15 ans pour les vaccins traditionnels. On commence en général par détecter donc quelles sont les cibles visées par le vaccin. Ici, pour le virus, c'est la fameuse protéine S, donc ça prend en général quelques années, rien que pour trouver les cibles potentielles du vaccin. Ensuite, on va commencer par tester son efficacité chez l'animal, ici donc chez la souris, ce qui prend en général entre 2 et 4 ans. On vérifie la toxicité du vaccin, sa dose, ses effets secondaires, etc. Ensuite, on passe chez l'être humain. Ça se déroule en général en 3 phases. La phase 1 qui concerne quelques dizaines d'individus en parfaite santé, sur lesquels on va tester le vaccin pour vérifier son efficacité, sa toxicité, ses effets secondaires, etc. Si ces essais sont concluants, on passe à la phase 2, sur quelques centaines d'individus qui ne sont pas tous en parfaite santé. Et donc là, on va de nouveau tester sur une population un petit peu plus large l'efficacité, la toxicité, etc. Avant de passer à la phase 3 des essais cliniques, qui là concerne plusieurs milliers de personnes, en général 3000 à 3500 personnes, qui ont des états de santé tout à fait divers, représentatifs de la population générale, et on va de nouveau conclure à l'efficacité ou pas du vaccin, à sa balance bénéfice-risque, donc est-ce qu'il apporte plus d'avantages que de potentiels effets secondaires, etc. Si tout ça est concluant, eh bien l'industrie pharmaceutique soumet son vaccin aux États-Unis à la Food and Drug Administration, en Europe à l'Agence européenne des médicaments, qui va analyser ces essais cliniques de façon indépendante pour donner ou non le feu vert à sa commercialisation. C'est ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Et dans ce cas-là, le médicament va commencer à être fabriqué et ensuite distribué à la population. Eh bien pour le SARS-CoV-2, ça a été beaucoup plus rapide pour différentes raisons. Donc premièrement, lorsque l'épidémie est apparue en Chine, au mois de janvier, ils ont très rapidement séquencé le génome du virus et identifié la protéine S comme une cible très intéressante. Ensuite, comme c'est une pandémie mondiale, eh bien évidemment les moyens en termes financiers et humains sont colossaux. Donc il y a énormément de laboratoires qui travaillent 24 heures sur 24 depuis le mois de février pour essayer de trouver un vaccin. Alors que pour les vaccins précédents, c'était un travail tout à fait classique qui était du coup beaucoup plus long. Les essais sont rapidement faits chez l'animal et sont passés chez l'homme, et ces différentes phases qui mettent en moyenne chacune 2 ans pour être établies ont été en fait fortement raccourcies. Il faut savoir qu'un essai de phase 1, ça dure en fait 1 mois.
Mais pourquoi est-ce que la totalité dure 1 à 2 ans? Parce qu'il faut le temps de trouver des individus qui acceptent de participer à l'étude, il faut trouver des financements pour lancer l'étude. D'un point de vue administratif, il y a beaucoup de choses à faire qui alourdissent également la procédure. Et donc ici, en fait, ça a été beaucoup plus simple dans le sens où il y avait beaucoup de personnes qui ont accepté très rapidement voilà, de se faire, de jouer le rôle de Kobe pour ce nouveau vaccin. Les moyens financiers étaient pratiquement infinis, et donc tout ça a permis d'accélérer chacune de ces 3 phases, qui en fait durent, le pur essai clinique dure peu de temps, mais la totalité de la phase dure longtemps à cause des différents éléments que je viens de mentionner, et on n'a pas forcément attendu la toute fin de la procédure d'une phase pour lancer la deuxième, puis pour lancer la troisième, et ils ont même été jusqu'à lancer la production du vaccin, alors même que l'autorisation de mise sur le marché n'avait pas encore été attribuée, en se disant, au pire, ce sera perdu, on aura perdu de l'argent, mais au mieux, on aura gagné du temps puisque le vaccin sera déjà disponible dès que l'autorisation de mise sur le marché aura été attribuée. Et puis le dernier élément, c'est que ces fameux vaccins à ARN sont beaucoup plus simples à produire que les vaccins traditionnels qui nécessitent d'atténuer des microbes. Alors quand on atténue un microbe, il faut vérifier qu'il ne soit pas trop atténué, sinon il n'y a pas de réponse immunitaire, et pour qu'il ne soit pas trop peu atténué, sinon la personne va développer des effets secondaires, comme par exemple développer la maladie en question. Et donc ici, en fait, de par cette technologie ARN, c'est aussi quelque chose qui a permis de gagner en fait beaucoup de temps dans le processus de développement du vaccin. Alors, en date du 14 janvier 2021, ce sont les dernières données que j'ai pu observer sur le site de Sciensano, on se rend compte que en Belgique, le nombre de décès est de 20 294 depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire en fait en moins d'1 an. En fait, on a parfois dit en début d'épidémie que le Covid-19 c'était un peu comme une grippe, mais la grippe en Belgique, elle tue en général environ 1000 personnes par an. Ça peut aller jusqu'à 3-4 000 certaines années, où le virus est un peu plus virulent, mais il est clair que ce SARS-CoV-2 présente un taux de mortalité plus important qu'une simple grippe. C'est la raison pour laquelle on a mis tant de moyens dans ce vaccin. Alors je vais terminer en expliquant un petit peu les fameux essais cliniques de phase 3 dont j'ai expliqué le principe précédemment. Donc c'est une étude qui a été publiée le 10 décembre 2020 dans un journal scientifique très réputé qui est le New England Journal of Medicine, et ce sont les résultats en fait donc de ces essais cliniques de phase 3 concernant le premier vaccin ARN qui a été mis sur le marché par l'entreprise Pfizer-BioNTech. Alors en fait, on appelle cet essai clinique un essai contrôlé randomisé en double aveugle, et dans ce cas-ci, il a été fait sur plus de 40 000 personnes. J'explique chacun de ces termes. Un essai, c'est une étude. Contrôlé signifie qu'on a administré à la moitié des individus un placebo, qui est donc un vaccin dans lequel il n'y avait absolument pas d'ARN. Et à l'autre moitié, on a injecté donc le vrai vaccin avec l'ARN dedans. Ceci permet en fait de vérifier l'efficacité du vaccin. On a toujours un groupe témoin, placebo, et un groupe donc vaccin pour comparer les deux. Randomisé, ça signifie que on a réparti équitablement les sujets de l'étude dans les deux groupes, vaccin et placebo, en fonction de leurs caractéristiques. Alors je vais expliquer plus en détail après, mais ça permet d'éviter un biais important qui est le biais de sélection, qui consiste à conclure en une efficacité du vaccin par rapport au placebo, alors que le lien de causalité entre la prise du vaccin et le fait de ne pas tomber malade serait biaisé par une mauvaise répartition des sujets dans les deux groupes. Par exemple, si de façon involontaire ou volontaire d'ailleurs, on met toutes les personnes de plus de 65 ans dans le groupe placebo et toutes les personnes de moins de 65 ans dans le groupe vaccin, ou en tout cas une majorité, eh bien, on va conclure que le vaccin est plus efficace que le placebo, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le groupe placebo qui vont tomber malades, mais ce sera peut-être pas dû au vaccin, ce sera juste dû au fait qu'ils sont plus âgés, et on sait que les personnes plus âgées sont plus sensibles à développer la maladie. Donc randomiser signifie qu'on va vérifier qu'il y ait bien autant de personnes de plus de 65 ans dans les deux groupes, autant de personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires dans les deux groupes, etc., etc. De sorte que les conclusions soient fiables. Double aveugle, ça signifie que ni le médecin
qui a injecté le vaccin, ni le patient ne sait s'il a reçu le placebo ou le vaccin. Ça permet de nouveau d'éviter des effets de type psychologique ou psychosomatique, qui ferait qu'on pense à une efficacité alors que c'est une cause sous-jacente. Et 40 000 personnes, ben, c'est colossal. Je vous disais, on n'est pas limité en termes humains pour cette étude. Donc un vaccin classique, c'est 3 000 à 3 500 personnes. Ici, il y en avait plus de 40 000. Et ça, d'un point de vue statistique, ben, c'est très intéressant. Plus l'échantillon est important, plus les statistiques sont solides. Alors voici un exemple, une figure tirée de cette étude concernant la randomisation. Voici le groupe ici qui a reçu le vrai vaccin. Il y avait 20 033 personnes, dont 11 589 avaient entre 16 et 55 ans, 8 396 plus de 55, etc., etc. Et vous voyez que dans le groupe placebo, on a vraiment fait attention, c'est des algorithmes qui se sont occupés de faire cette répartition, à avoir le même nombre d'individus dans chaque catégorie d'âge, et également dans chaque catégorie de comorbidité. Donc, qu'est-ce que c'est une comorbidité? C'est en fait un élément dont on sait qu'il favorise le développement de la maladie, et plus exactement de formes sévères de la maladie. Et donc, il y a notamment l'âge avancé, il y a l'obésité, le diabète, les problèmes cardiovasculaires, etc. Et donc, on a vérifié chez tous les individus de l'étude qu'il y avait une bonne répartition dans les deux groupes, pour que les conclusions soient fiables. Alors voici le principal graphique de cette étude qui montre en rouge les individus qui ont reçu le vaccin, en bleu ceux qui ont reçu le placebo. Chaque rond ou chaque carré indique un individu qui a développé la maladie. Et lorsque le carré ou le rond est plein, c'était une forme sévère de la maladie. Donc hospitalisation, soins intensifs, etc. On remarque que dans les jours qui ont suivi la première injection, il y a donc une injection au jour 0 et une seconde injection au jour 21, on remarque que dans les premiers jours, les personnes qui ont reçu le vaccin ou ceux qui ont reçu le placebo, en fait, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Il y en a autant pratiquement qui tombent malades. C'est normal, c'est parce que tout le processus que j'ai expliqué en début d'exposé, de fabrication d'anticorps, etc., de présentation des antigènes, ça met un peu de temps, on le sait. En fait, avant 14 jours, on estime que le taux d'anticorps dans le sang n'est pas ou peu détectable. Donc la véritable immunité ne se met en place qu'après 14 jours. En fait, on estime qu'elle est vraiment fiable 7 jours après la seconde injection, c'est-à-dire au jour 28, puisque la seconde injection se fait au jour 21. On estime qu'au jour 28, l'individu est protégé. En tout cas, après le jour 28, ce qu'on a observé, c'est 95% d'efficacité dans le groupe vaccin par rapport au groupe placebo, ce qui signifie que les personnes vaccinées avaient 95% de chances en moins de développer la maladie que ceux du groupe placebo, ce qui est en fait tout à fait colossal. Si l'efficacité avait été même de 50%, si ça diminuait par 2 le risque de tomber malade, on aurait probablement autorisé la mise sur le marché du vaccin et on aurait vacciné la population. Ici, l'efficacité est encore bien plus élevée. Quels sont les effets secondaires qui ont été détectés? Ce sont principalement des réactions locales de type douleur, rougeur, gonflement, quelques réactions systémiques de type fièvre, maux de tête, douleur musculaire, rien de plus. Au niveau de la durée de la protection, eh bien, il est clair qu'à ce stade, elle est tout à fait inconnue, puisque le vaccin a été développé récemment et les essais cliniques de phase 3, même s'ils ont duré quelques mois, eh bien, on n'a pas encore assez de recul pour savoir si la protection sera de longue durée ou pas. Il faudra peut-être faire un rappel après 1 an, après 2 ans, on ne sait pas. Tout ça, on va seulement le découvrir dans les mois à venir, mais ça ne change rien en termes de sécurité du vaccin et puis de toute façon de protection à court terme. Alors tout ça, donc, je vous dis, est toujours déterminé par les essais cliniques en cours. On considère que la protection, elle survient seulement 7 jours après la seconde dose. Alors ce qu'on ne sait pas non plus, c'est si le fait d'être vacciné fait qu'on ne peut plus propager le virus. Et donc en l'absence de données sur ce sujet, il faudra probablement encore maintenir les gestes barrières un petit temps. Je terminerai avec ce petit cartoon qui a été publié donc à la fin du 19e siècle concernant la vaccination pour dire que c'est tout à fait, enfin c'est pas nouveau qu'on doute concernant le bien fondé de la vaccination. Mon but ici n'est certainement pas de vous convaincre ou au contraire de vous dissuader de vous faire vacciner. Le but, c'est de vous donner une information scientifique relativement fiable pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion,
puisqu'on vit un peu dans une société de la désinformation qui est amplifiée par l'utilisation des réseaux sociaux, où chacun se prétend expert, et on remarque même parfois que l'assurance de certains est tout à fait proportionnelle à leur méconnaissance du sujet. Et donc c'est important d'avoir un éclairage scientifique sur le sujet pour se faire sa propre opinion, mais certainement pas pour faire du matraquage ou pour convaincre qui que ce soit. Pour plus d'informations, si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la conférence de monsieur Jean-Michel Daunier, qui est expert de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, AFMPS, et qui est également expert à l'Agence européenne des médicaments, donc il fait partie des experts qui ont donné le feu vert pour mettre sur le marché le fameux vaccin ARN Pfizer, qui est en fait disponible depuis le 21 décembre 2021, enfin qui a reçu son autorisation en tout cas de mise sur le marché à cette date-là. Et c'est également le cas du vaccin Moderna, qui est également un vaccin ARN qui a été développé indépendamment et qui a reçu l'autorisation le 6 janvier 2021. Donc ce sont les deux vaccins qui, au jour d'aujourd'hui, 15 janvier 2021, sont disponibles en Belgique, ou en passe de lettres pour le Moderna. Et donc tout ce que j'explique est approfondi en fait dans une conférence qui a été donnée par cet expert. Je me suis également permis de reprendre certaines figures de son exposé pour vous faire ce résumé quelque peu vulgarisé. Voilà, je vous remercie de votre écoute.